Bonjour à tous et bienvenue sur ce Festival des sciences de Marseille, sur la place Bargemont. Je suis avec Elisabeth de l'Observatoire des saisons de Provence. Bonjour Elisabeth et merci d'être là. Tu te présenteras dans quelques instants. Et également accompagnée d'élèves de seconde du lycée La Tour-Sainte qui sont ici pour poser des questions à Elisabeth sur le grand thème du changement climatique qui est la thématique de cette fête de la science 2022. Elisabeth, je vais commencer par te laisser te présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Elisabeth Holzer. Je suis médiatrice scientifique à l'Observatoire des saisons de Provence. Je détaillerai peut-être un peu plus tard ce qu'on y fait. Mais les grandes thématiques, si on est ici à cette fête de la science, c'est qu'on travaille sur le changement climatique. Comme c'est dans le titre, on observe les saisons en Provence. Donc, en plus, c'est extrêmement local. Voilà, moi je suis médiatrice scientifique, donc ça signifie que je ne suis pas chercheur. Donc j'explique ce que font les chercheurs. Mon métier, c'est vraiment de m'adapter au public, quel qu'il soit, pour expliquer les recherches, les thématiques de recherche, les résultats de recherche sur donc, les sciences climatiques, la biodiversité, la phénologie. Donc j'expliquerai précisément ce que c'est peut-être plus tard. Mais voilà, mon métier à moi, c'est vraiment d'expliquer et de rendre tout ça accessible au public. Merci Elisabeth. Alors, est-ce que vous avez une première question? Déjà, est-ce que vous connaissez l'Observatoire des saisons? Non, je pense que la plupart d'entre nous, on n'en a jamais entendu parler. Du coup, quelle est ta question? Ma question, donc bonjour, je me présente, je m'appelle Liam. Ma question, c'est quel est le parcours à faire pour devenir médiatrice scientifique? Comment vous avez fait? Alors, ce qui est marrant avec cette question, c'est qu'on pourrait répondre la même chose avec Pauline, puisqu'on a fait les mêmes études. Donc moi, de mon côté, j'ai fait un bac S, au temps où les bacs étaient encore segmentés comme ça. Donc un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une licence SVT, donc Sciences de la vie et de la Terre. Et le parcours s'appelait Biodiversité, écologie, évolution. Donc c'est une licence très scientifique. Et en général, on fait ça. Et ensuite, après, eh bien, on fait un master pour devenir... Enfin, on fait un master, puis un doctorat pour devenir chercheur. De mon côté, j'ai jamais eu le désir de devenir chercheur. Donc, je me suis dirigée vers un master de médiation scientifique qui est à Marseille. Et c'est médiation scientifique spécialisée en environnement. Donc, ça va toucher à toutes ces thématiques-là, puisque c'est un sujet extrêmement vaste, bien sûr. Donc c'est ce master-là que j'ai fait, et en sortant de ce master, je suis devenue médiatrice scientifique à l'Observatoire des saisons de Provence, donc, qui dépend de l'IMBE, qui est un laboratoire scientifique d'études d'écologie, puisque le principe de la médiation scientifique, c'est quand même de faire le pont entre une structure scientifique et le grand public, donc c'est quand même rattaché à un laboratoire. Mais voilà, pour devenir médiateur scientifique, maintenant, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, c'est assez récent comme formation, et pour devenir médiateur scientifique, il faut faire un master de médiation scientifique. D'accord, merci beaucoup. Un master qui est au campus Saint-Charles. Est-ce que toi tu as une question? Je vais récupérer le micro. Alors déjà, bonjour, je me présente, je m'appelle Lucas. Et est-ce que votre métier est difficile? Vous trouvez que votre métier est assez difficile? Alors, difficile, ça pourrait vouloir dire plusieurs choses, mais moi, honnêtement, j'adore mon métier. Parce qu'en fait, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que... et c'est pour ça que je voulais pas faire chercheur. Après, peut-être que je me trompe dans la perception que j'ai du métier de chercheur, mais moi, je voulais faire plein de choses différentes. Et quand on est médiateur, c'est dans le titre, on utilise différents médias. Donc, on peut tout à fait faire ce qu'on est en train de faire là maintenant, donc une interview. Mais j'ai déjà été amenée à faire de la vidéo, à faire du design, à faire... on pourrait même faire d'autres choses, du théâtre, de l'écriture journalistique, des débats. Donc en fait, déjà le fait que j'aime mon métier le rend moins difficile si jamais il l'était. La difficulté, si je devais te donner des points négatifs, on va dire, elle réside dans deux choses. C'est que premièrement, du coup, effectivement, il faut savoir faire plein de choses, mais quand on sait faire plein de choses, c'est difficile de savoir bien les faire. Donc j'ai des petites compétences de montage, mais c'est pas fou. J'ai des petites compétences de design, mais pareil, je suis un peu forte partout. Que quand on touche à tout, quelque part, on finit par toucher à rien. Donc ce serait un peu le défaut que je dirais. Et l'autre défaut, c'est que... mais en même temps, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. C'est que nous, notre but, c'est donc de faire de la médiation sur le changement climatique. Et parfois, c'est un thème très méconnu des gens. Parfois, ils ont la volonté de ne pas se renseigner. Parfois, ils ne savent pas grand-chose parce que, faut le dire, c'est quelque chose de pas bien enseigné à l'école du tout. Donc, l'adaptation en fait, à la personne qu'on a en face, qui parfois peut être
pas du tout renseignés dessus, ou au contraire mal renseignés, volontairement mal renseignés, parce qu'on sait qu'il y a plein de... les fameuses fake news, les trucs comme ça. Des fois, c'est un peu difficile selon qui on a en face, mais d'un autre côté, ça offre du challenge, parce que parler à quelqu'un qui connaît déjà tout, c'est en fait pas très intéressant non plus. Donc j'aime bien ce côté-là aussi, mais ça pourrait être une difficulté, parfois c'est un peu rébarbatif. Merci. Merci pour cette question. Ça permet de développer sur le métier de médiateur scientifique. J'aurais pu répondre également. Par exemple, ce qu'on fait là, ça fait partie de la médiation scientifique. Est-ce que tu as donc une question, peut-être plus sur ton sujet de travail, donc l'Observatoire des saisons de Provence, qui travaille donc sur l'adaptation des végétaux, parce que je ne sais pas si on l'a bien précisé, face aux saisons et donc au changement climatique. Déjà, je me présente, je m'appelle Harris. Bonjour. Et vous travaillez où, vous avez dit? L'Observatoire des saisons de Provence. Et vous faites quoi précisément, du coup? Donc moi précisément je fais de la médiation, donc c'est-à-dire que je cherche le meilleur moyen de rendre accessibles les résultats de recherche des chercheurs qui travaillent à l'observatoire. Puisqu'en fait l'observatoire l'observatoire des saisons de Provence, c'est une déclinaison régionale appliquée à la Provence, mais à la base l'observatoire c'est un programme national, donc des chercheurs dans tout le pays travaillent dessus, et ils travaillent sur les résultats qui leur sont envoyés. Et ensuite, moi, je suis là pour rendre accessibles les résultats qu'ils ont trouvés. Un exemple concret, ça pourrait être en fait, nous, on fait des sciences participatives. Donc, en fait, c'est les gens qui font des observations pour les scientifiques. C'est pas les scientifiques eux-mêmes qui les font directement. Donc, en fait, par exemple, on a un participant à ce programme-là qui observe... alors du coup, c'est pas à l'Observatoire des saisons de Provence, c'est à l'Observatoire des saisons nationales, qui observe énormément les colchiques. C'est des plantes à fleurs qui pourraient ressembler à des tulipes. Et lui, il observe énormément ça, toutes les saisons, toutes les années, plutôt en automne, il les observe. Et chaque année, il rend compte de ses recherches, alors que c'est un simple citoyen, aux scientifiques. Et en fait, ça aide énormément les scientifiques, qui vont ensuite en tirer des résultats. Et moi, si j'ai accès à ces résultats-là, et mon métier, ça va être de les rendre compréhensibles, de les rendre accessibles, parce que les sciences du climat, c'est pas toujours facile, la biodiversité non plus, donc ça pourrait être ça. Est-ce que ça t'éclaire un peu plus sur son métier? Oui, merci. Et est-ce que vous, donc les sciences participatives, c'est quelque chose auquel vous avez déjà participé pour le coup? Est-ce que vous connaissiez déjà la science participative? Non, jamais entendu parler. Non? Comme ça, tu pourras te renseigner. Et en fait, c'est que tout un chacun... Pardon? Tout un chacun... C'est Magali qui intervient, qui nous apporte des compléments d'information. On est là pour ça, pour des questions. Donc le but, comme tu l'as très bien dit Elisabeth, c'est que tout un chacun peut apporter sa contribution à la recherche. Et donc c'est vraiment ça en plus le but de ce genre d'événement, là, de la fête de la science, c'est vraiment de lier science et société. C'est pas les chercheurs, le vieux monsieur en blouse blanche dans son coin, c'est vraiment tout un chacun qui peut contribuer à faire avancer la recherche sur plein de sujets différents. Est-ce que l'un de vous a une question encore pour Elisabeth? Oui, moi j'ai une question s'il vous plaît. Déjà bonjour, je me présente, je m'appelle Yanis et je voulais savoir que faites-vous dans votre quotidien en tant que médiatrice? Alors dans mon quotidien, je fais plein de choses différentes et c'est ça qui est super cool. Alors il y a quand même toujours une grosse partie à laquelle on n'échappe pas, c'est répondre à des mails. Ça, je pense que de toute façon maintenant... au XXIe siècle, dans tous les métiers, il y a un peu de cette partie-là de répondre à des mails. Donc ça va être pour faire de la coordination. Donc par exemple, les personnes qui mettent en place ce genre d'événement font aussi de la médiation scientifique. Et donc effectivement, il y a des choses très techniques à dire. Combien de personnes viennent? De quoi ont-elles besoin? Quand j'organise des événements, j'ai aussi besoin d'avoir ces informations-là. Ça peut aussi être pour programmer des interventions en classe, puisque moi, de mon côté, je travaille beaucoup avec les collèges notamment. Donc, quand j'interviens en classe, pareil, il faut que je sois en contact avec les enseignants. Donc, il y a toute une partie comme ça qui est vraiment pas la partie la plus intéressante, mais qui est indispensable. Mais sinon, je vais faire beaucoup de veille. Donc faire de la veille, ça veut dire me renseigner sur tous les sujets. Parce qu'en plus, j'ai vraiment choisi le sujet le plus vaste possible. L'environnement, c'est tout. C'est la géologie, la biodiversité, la climatologie, le changement climatique. Donc j'ai besoin d'en savoir 10 fois plus que ce que j'en dis. Donc je fais toujours énormément de recherches. Et ensuite, de la conception. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. C'est que si j'ai une idée, je me dis, tiens,
si je faisais ça, un jeu sur, j'en sais rien moi, un jeu sur les fruits et légumes oubliés, ça peut être intéressant. Bah, je vais me dire, ok, comment je mets ça en place? Est-ce que ça peut être intéressant? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que j'en fais? Quel thème ça va aborder? Parce qu'il faut que ça reste scientifique. Donc ça va être, je sais pas, diversité génétique, agriculture. Il y a toute cette partie-là qui vraiment laisse libre cours à mon imagination. Et donc ça fait partie de mon quotidien aussi. Et à côté de ça, du coup, il y a quand j'interviens en classe ou quand je suis à des événements comme ici, quoi. Merci beaucoup. Maintenant, je connais un peu plus au sujet de votre quotidien. Merci beaucoup de m'avoir répondu à ma question. Merci à toi pour cette question. Je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et de vous orienter vers cette situation? Alors, c'est marrant, c'est que ce métier-là, j'ai appris vachement tard qu'il existait. En fait, j'étais en L3, donc c'était la fin de mon stage quasiment. Et en fait, je faisais mon stage dans un parc avec des papillons, donc je travaillais sur les papillons. Et j'ai rencontré des filles qui étaient là pour ce master-là. Et en fait, j'ai discuté avec elles et j'ai eu un peu la révélation de me dire, mais c'est super ce qu'elles ont l'air de faire. Elles faisaient... pour dire que vraiment les médiateurs ont fait plein de choses, elle faisait un parcours sonore dans la ville de Marseille, donc c'est-à-dire que c'est un endroit dans la ville de Marseille où on va flasher un QR code et il va y avoir de la musique, une histoire, donc comme quoi ça peut vraiment être plein de choses la médiation. Et en fait je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait elles allient tout un côté créatif que j'ai mais que j'ai jamais pu vraiment exprimer dans des études scientifiques et tout le côté environnement qui est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Donc en fait, dès que j'ai entendu parler de ça, je me suis renseignée sur ce master-là. J'ai vu qu'il était à Marseille, j'ai vu qu'il parlait d'environnement, que dedans il y avait plein de choses, du journalisme, du théâtre, tout un volet très littéraire que j'aime aussi beaucoup. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ouais, ça a été un peu une révélation, par hasard, mais qui a été vraiment bien tombée, quoi. Oui. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci à toi. C'est vrai qu'il faut être très polyvalent et on se retrouve dans des situations où il faut savoir s'adapter, il faut chercher de l'information. Donc ça, c'est la clé, quoi. C'est chercher de l'information donc, auprès de chercheurs, mais auprès d'autres personnes, d'autres structures également. Donc, est-ce que vous ne connaissiez pas ce métier de médiateur scientifique? Moi, personnellement, je ne connaissais pas ça avant. Mais aussi, je voudrais savoir, vous, en tant que médiatrice scientifique, il y a des gens qui se méfient de ce que disent les scientifiques et croient à des théories du complot. Et comment vous feriez pour lutter contre ça? Alors, c'est super intéressant comme question parce qu'effectivement, j'ai déjà été confrontée à des personnes qui d'emblée m'ont dit, souvent même avec un peu de fierté, de dire non, mais moi, le réchauffement climatique, j'y crois pas, je sais que c'est pas ça, tout ça. Et évidemment, là, il faut que je mette mon métier, il faut que je mette mes convictions personnelles de côté, puisque évidemment, si je travaille là-dedans, c'est que moi, je sais que ça existe. Et il faut vraiment que je passe en mode médiatrice, de me dire qu'est-ce que c'est les fonctionnements dans leur tête qui font qu'ils se méfient des scientifiques. On sait qu'il y a eu par exemple des scandales sanitaires, il y a eu des soucis, enfin, ça peut se comprendre. Et aussi pourquoi est-ce qu'ils préfèrent adhérer à ces choses-là. Et par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la psychologie du doute. Donc carrément, la psychologie, on est sur un autre volet de recherche scientifique. Mais en fait, la psychologie du doute, c'est hyper intéressant de s'y renseigner. Donc voilà, je me renseigne beaucoup sur la manière dont les gens doutent, pourquoi est-ce qu'ils adhèrent à des théories du complot. Il y a souvent ce mécanisme de les autres se trompent, moi je sais. Donc on sait qu'il y a un peu un truc d'ego dedans, voilà. Donc en fait c'est aussi intéressant de se renseigner sur ce côté-là pour derrière comprendre les leviers dans la tête des gens qu'on pourrait activer pour essayer de les désembobiner de ça. Après des fois, il y a aussi des personnes où j'estime pas avoir les outils et je sens qu'ils sont vraiment trop dans leur truc et que je vais rien pouvoir faire. Peut-être qu'un médiateur plus expérimenté que moi saurait faire. Moi il y a des moments où j'estime que je peux plus rien faire. C'est un cas désespéré, on va dire. Mais c'est super intéressant de discuter avec ces personnes-là, parce qu'il y en a certaines qui aussi ne savent pas trop, et en fait, elles croient un peu à ça par défaut. C'est pas foncièrement dans le complot, quoi. Donc c'est très intéressant de discuter avec ces personnes-là. Et ce que je fais, j'essaie de comprendre comment elles fonctionnent dans leur tête, pour garder leur mode de fonctionnement, mais l'appliquer à quelque chose de plus scientifique. C'est un sujet très très intéressant parce que c'est compliqué de faire changer d'avis une personne et donc nous en tant que médiatrice, le but c'est pas de
convaincre la personne, c'est de donner des informations de la façon la plus adaptée pour que vous, des lycéens, des secondes, par exemple, vous la compreniez, cette information. Donc on n'est pas là pour convaincre. Une des méthodes qu'on peut utiliser, c'est leur donner le maximum de sources différentes et leur demander de changer leur regard, de se mettre à la place justement de la personne qui va fournir l'information. Voilà, c'est très compliqué de quelqu'un qui est persuadé que non, c'est une théorie du complot ou c'est faux, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de répétitions aussi, plein de choses pour essayer de leur apporter un autre regard sur le sujet. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Elisabeth ? Oui, j'aurais une question. Est-ce que le changement climatique, il influe sur la biodiversité? Et si oui, comment on peut empêcher cela? Alors oui, c'est une question très vaste, mais oui, le changement climatique influe évidemment sur la biodiversité, puisqu'il influe sur le climat. Par exemple, nous, dans la région, il va moins pleuvoir, va avoir moins de précipitations. Donc forcément, toutes les espèces qui ont besoin d'un milieu très humide, elles vont se retrouver en difficulté. Les espèces qui en dépendent, elles aussi, vont se retrouver en difficulté. On parle souvent de ce concept de chaîne alimentaire. Alors, en langage scientifique, on parle plutôt de réseau trophique, mais ça veut globalement dire la même chose. Mais voilà, moi je vais prendre le cas de notre région, mais ça s'applique un peu au monde entier. Par exemple, le fait qu'il pleuve moins, sur les 70 prochaines années, on prévoit qu'il va y avoir 30% de pluie en moins en Provence. Donc un tiers de pluie en moins, ça veut dire que tous les organismes, par exemple, qui vivent dans le sol, les vers de terre, les colamboles, toute cette faune du sol qu'on ne connaît pas trop, mais qui est hyper utile pour fertiliser les sols, elle va se retrouver en difficulté parce qu'elles vont manquer d'eau. Voilà, un ver de terre sans eau, ça devient tout sec. Donc ça va être difficile pour lui. Donc les animaux qui vont manger les vers de terre, par exemple les taupes, elles vont avoir moins de nourriture. Et il y a tout un effet de cascade comme ça qui va être compliqué et qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Enfin, forcément, si on enlève... c'est comme une pyramide de Kapla. Si on enlève un truc en bas, y a tout qui s'effondre. Donc oui, le changement climatique a évidemment des effets sur la biodiversité et c'est difficile de tous les appréhender parce qu'en fait, il y a plein de choses dont on ne se doutait pas, plein de mailles. L'environnement, la biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué avec plein de paramètres précis. Et en fait, petit à petit, on se rend compte de paramètres qui sont modifiés et d'espèces qui essaient de s'adapter, mais l'adaptation, c'est compliqué parce qu'il faut... En fait, face au changement climatique, il y a 3 solutions pour les espèces. Globalement, il y a migrer, donc se déplacer, il y a s'adapter, donc ça veut dire de son vivant trouver des solutions, et il y a évoluer, donc c'est des générations futures qui vivent mieux. Évoluer, c'est difficile quand on a des générations de 250 ans. Genre les tortues par exemple, voilà, ça va être une évolution très lente, donc ça va être très difficile. Migrer pareil, quand on est un loup c'est facile, quand on est un chêne c'est pas facile. Donc voilà, et s'adapter, donc ça fait appel à ce qu'on appelle la plasticité. Et il y a un certain moment où ça va être beaucoup trop compliqué et puis ça épuise les espèces de forcer en permanence contre le changement climatique. Donc ces 3 solutions-là, c'est ce que la nature a trouvé parce que jusqu'ici les changements globaux, qui existaient depuis toujours, étaient très lents. Là le changement est très rapide, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, affaire à suivre. Merci d'avoir répondu à ma question. C'est bon, ça a bien répondu. Oui. Super. Est-ce qu'on a... C'est une dernière question Oui, une dernière question. Alors, je voulais vous demander de quelle manière êtes-vous rémunéré? De quelle manière avez-vous une rémunération? Est-ce que c'est par l'État ou est-ce que c'est... Oui, alors moi effectivement je suis payée par Aix-Marseille Université, donc effectivement alors j'ai pas le statut de fonctionnaire mais je suis payée par l'argent public, ce qui fait que par exemple quand je fais des interventions dans des classes, je demande pas à me faire rémunérer puisque je suis déjà payée par l'argent public. Donc effectivement ce statut-là il est un peu particulier puisque je suis un peu à cheval entre le laboratoire scientifique de l'IMBE et en même temps l'université. La situation de mon poste elle est un peu particulière mais je relève bien de l'argent public donc effectivement je suis bien payée par les impôts des gens on va dire. Comme en fait beaucoup de personnes qui travaillent dans l'université, tous les enseignants-chercheurs, les enseignants de lycée, sans même parler du supérieur, n'importe quel enseignant aussi est, comme moi, payé par l'État. Okay, merci beaucoup.
Est-ce que d'échanger comme ça avec une médiatrice scientifique, ça vous a donné envie ou donné des idées pour votre orientation? Alors, ça m'a donné des idées, mais je pense pas m'orienter forcément vers ce sujet, mais c'est intéressant plutôt de connaître ce métier. Au moins, ça vous a fait découvrir. Est-ce que toi, tu es convaincu par nos arguments sur les anti-théories du complot et l'aspect d'apport d'information et d'essayer de faire travailler votre esprit critique? Oui, ça va, je suis convaincu. Mais je voudrais... Sceptique. Oui, ça. Mais en fait, je voudrais savoir comment nous, on pourrait lutter contre ce changement drastique. Changement climatique? Oui. Nous, en tant que lycéens, pas. Oui, très bonne question aussi. Alors, c'est difficile de répondre à cette question puisque on a toujours cette impression de se dire on est tout petit, faire un changement c'est compliqué. Et en fait, il faut trouver un juste milieu parce qu'effectivement, oui, on peut pas soit tout seul sauver le changement climatique, on peut pas non plus rien faire. Ça peut passer par des choses simples. Et en fait, souvent, il y a plein de choses qui permettent de réduire son impact sur l'environnement, qui sont aussi moins chères, qui permettent de faire des économies. Je prends un exemple, je ne sais pas si ça vous concerne, puisque moi, ça implique le fait que je vis seule chez moi, mais moi, j'achète mes légumes de saison, déjà parce que c'est meilleur comme ça, et aussi, en fait, c'est beaucoup moins cher de faire ça. Donc, il y a des petites actions comme ça, mais outre les petites actions, c'est vrai que finalement... on se rend compte, et c'est marrant, ça arrive, ces 2 dernières années, on commence par bien se rendre compte que les pollueurs majeurs, c'est quand même des grandes entreprises, des personnes extrêmement riches, et donc des fois on se dit, ah mince, moi je fais mes courses dans mon tote bag, et puis il y en a, ils font des allers-retours en jet privé tout le temps. C'est extrêmement frustrant, mais on fait notre part, et on peut pas vraiment partir en révolution, en tout cas pas au lycée. Ça viendra plus tard. Donc, essayez de continuer à faire ce que vous pouvez. Vous torturez pas trop l'esprit. Enfin, c'est pas parce que prenez pas 10 bains par jour, mais c'est pas parce que vous prenez un bain dans la semaine que ça y est, la Terre, elle va brûler. Faut aussi se déculpabiliser parce qu'on a beaucoup fait d'écologie culpabilisante qui mène pas à grand chose. Et je pense que surtout, une des premières choses à faire, c'est vraiment de se renseigner et de passer le mot. Puisque comme ça, on multiplie l'effet de groupe sur les petites actions, quoi. C'est ce que j'allais dire déjà, vous renseigner, vous informer, venir à ce genre d'événement pour rencontrer plein de chercheurs qui travaillent au quotidien sur ces questions de changement climatique et ils peuvent vous apporter des éléments. Ils ne vont pas vous donner la solution miracle parce que ça n'existe pas malheureusement. Mais voilà, déjà le fait de venir aujourd'hui, c'est une première étape dans votre réflexion sur ce qu'on peut faire au quotidien pour lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure cette première session avec Elisabeth, donc de l'Observatoire des saisons de Provence. Excusez-moi, voilà, petit téléphone. Merci beaucoup vraiment d'être venu aujourd'hui, vous donc lycéens et citoyens du futur. Donc, merci beaucoup Elisabeth et à très vite. Et merci pour votre question, merci pour votre intérêt, merci de m'avoir reçu. Voilà, bonne journée et bonne fête de la science. Merci.